Le succès des vacances au bord de la mer pousse de plus en plus de vacanciers à s'évader dans des contrées plus calmes et plus verdoyantes. Ce sont les bénéfices indirects du Covid, dit-on. Cette nature est pourtant de plus en plus délaissée par de nombreux Français au fil des années. Résultat d'un certain sondage qui dévoile que 6 enfants sur 10 et près d'un parent sur 2 sont incapables de nommer une feuille de chêne. Ce sondage étant accompagné d'un quiz pour reconnaître une mésange, différencier une girole d'une trompette de la mort et une feuille d'ortie d'une feuille de menthe, 8 Français sur 10 ne sauraient pas faire la différence. Alors voilà, et si tout simplement on se baladait un peu cet été? Eh bien voilà, exploration au menu de cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame RCF avec mes 3 invités du jour qui sont pour commencer Alice d'Orgeval. Bonjour Alice. Bonjour Marie. Ravie de vous retrouver dans cette émission En Quête de Sens. Vous avez publié Escapade au pluriel vers le vivant. On est bien dans notre thème du jour. Publié chez Gallimard, un ouvrage délicieux, justement avant l'été, avec des rencontres, des adresses, des expériences pour renouer avec la nature. Il n'y a pas d'âge pour commencer, n'est-ce pas? Il n'y a pas de saison non plus. Vaut mieux peut-être la première fois ne pas s'aventurer en plein automne ou en plein hiver. Mais c'est quand même... c'est gratuit la nature, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est quand même gratuit. C'est gratuit et elle nous apprend en fait à changer de regard. C'est ce que je propose dans ce livre. Il y a une trentaine de sorties d'expériences de nature et à chaque fois c'est une invitation à changer de regard. Et ben voilà. L'objectif aussi de cette émission Quête de Sens, on l'espère en tout cas. Publié donc, je le disais, chez Voyage Gallimard. Nous sommes également en compagnie de Gaël Delabrosse, écrivain, journaliste, qui est passionné depuis plus de 20 ans par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur d'autres routes désormais de pèlerinage. Vous qui êtes la cofondatrice de la revue et du réseau Chemin d'étoiles, vous avez publié Trop-Braise, Les chemins du paradis, votre petit dernier, toujours aux éditions Salvator. Vous avez également dirigé la collection du guide spirituel des chemins de Saint-Jacques, c'est ça, la collection Chemin de pèlerinage tout court, aux éditions Des Clés de Brouwer. Eh bien, nous y voilà, sur ces chemins de pèlerinage, avec Guillaume Nougaret, qui est aux manettes de cette émission Quête de Sens. Et nous sommes enfin en ligne avec Maude Ankawa. Bonjour Maude. Bonjour Marie-Ange. Faut-il vous présenter? Maude. Toujours. Ah, toujours, alors que vous avez vendu des millions d'exemplaires de vos ouvrages, c'est vrai qu'ils nous envoient du rêve, il faut bien l'avouer. Vous qui êtes romancière, vous êtes, alors pas seulement, on va commencer par dire que vous êtes coach et conférencière. Votre dernier ouvrage, Plus jamais sans moi, chez Erol, évidemment directement en lien avec notre émission du jour, mais les autres aussi, puisque dans vos 3 romans, le personnage principal entreprend un voyage pour trouver des solutions à ces problèmes auxquels il est confronté. Donc Maël au Népal pour Kilomètre Zéro, le roman Kilomètre Zéro, Malo du côté de la Thaïlande, dont Respire, et puis Constance donc sur les chemins de Saint-Jacques. Maude Ankawa, effectivement, est-ce que ce sondage vous surprend? C'est étonnant parce que depuis le Covid, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe. On se rue sur tout ce qui est silencieux, les refuges verts, les gîtes qui cartonnent, le cyclotourisme et j'en passe, et puis le pèlerinage qui se porte très bien, et en même temps, on n'y connaît rien. Comment ça se fait, ça, Maude? Alors, je dois dire que j'étais un peu surprise par les résultats du sondage que vous avez évoqué tout à l'heure, et en même temps, peut-être que c'est la perte de l'observation qui finit par nous perdre un peu, parce qu'on a tendance à se perdre dans nos pensées et peut-être plus tellement observer. Quand on parlait d'une feuille d'ortie versus une feuille de menthe, et bien simplement de revenir aux sensations de parfum, d'odeur, de toucher. Alors une feuille d'ortie c'est toujours un peu plus compliqué, on va vite s'en rendre compte, mais voilà, de prendre le temps d'observer. Et c'est vrai que ces chemins en général, ce voyage en général nous décentre et nous permet d'observer différemment parce qu'on est face à un tas de choses inconnues. C'est ce que j'aime particulièrement dans le voyage. Eh bien, Alice d'Orgeval partage votre passion, et notamment cette passion et aussi la passion de la nature et de la biodiversité. Et c'est justement l'objet de vos nouvelles études. Bravo Alice, de vous être lancée là-dedans pour... En fait, apprendre tout simplement ce que vous observiez, comme nous, les observateurs du dimanche, finalement. Parce que, alors, moi, je ne fais pas la fière non plus. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a appris à peu près à différencier les différents arbres
nos climats tempérés. Enfin, voilà, le chêne, le tilleul, le noisetier, le cerisier, etc. etc. Mais bon, je ne suis pas sûre de reconnaître une trompette de la mort, de faire la différence entre une girole et une trompette de la mort comme ça en quelques secondes. Voilà. Alors vous, justement, c'était un peu ça l'objectif de ces études que vous repreniez. C'est courageux aussi. Oui, alors c'est vrai que j'ai repris... Alors, petite parenthèse, parce qu'effectivement, avant cette vie que j'ai commencée il y a à peu près 4 ans, donc au moment du confinement, hein, j'ai été ce qu'on dit travel writer. J'ai été journaliste de voyage, en fait. Le métier qui fait juste rêver. Voilà. Et donc, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai été dans plein de pays différents. Et arrivé au confinement, c'est vrai que pour des raisons tout à fait claires, de crise écologique, j'ai pris la décision un jour d'arrêter de partir loin, sans vraiment savoir ce que j'allais faire finalement après. Et j'ai eu cette intuition que la nature, en fait, pouvait m'apporter non seulement des connaissances, mais en plus, ce que je disais tout à l'heure, un changement de regard. Parce que on peut tout à fait rater un voyage au Japon, comme on peut rater une sortie en forêt d'Ermenonville si on ne sait pas regarder, en fait. Donc, vous allez loin, hein? Ouais. Oui. Ah oui, je pense tout à fait que il faut apprendre à regarder. Le voyage nous apprend à changer notre relation au temps. Et ça, c'est important. Et donc voilà. Donc, quand moi, j'ai entrepris un peu cette reconversion, effectivement, après, qui m'a menée à des études un peu plus poussées sur la biodiversité, j'ai voulu vraiment reconsidérer plein de choses dans ma vie. Évidemment, y mettre au centre une forme de sobriété. Et quand j'ai fait ce livre, qui est un tour de France d'expériences de nature, je me suis d'abord interrogée sur ce que le voyage voulait dire pour moi. Et je me suis quand même rendu compte d'une chose vraiment évidente, c'est que finalement, le voyage aujourd'hui est devenu un produit de consommation et j'ai voulu sortir de ça. Ouais. Et ça a été le premier pas. Et puis après, le pas de m'intéresser à la nature. Et vous parliez d'enfants tout à l'heure. Parce que finalement, ce que je dis, on peut rater un voyage au Japon, on peut rater une sortie en forêt d'Ermenonville si on ne regarde pas ce qui se passe autour. Il faut apprendre à observer. Et ce qui m'a vraiment mis sur la voie, c'est qu'un jour, j'emmène ma fille qui devait avoir peut-être 3-4 ans à l'époque. Je l'emmène à la campagne dans un centre équestre, parce que c'est le centre équestre le plus près de notre maison. Et je ne fais pas attention à un peu la spécialité de ce centre équestre. Bref. On sait comment ça se passe, les enfants arrivent, ils brossent leur poney pendant, on va dire, 10 minutes, sauf que là, et puis ils montent sur le poney et hop, le trot, le galop, s'ils savent, bref. En tout cas, ça se passe comme ça, c'est assez rythmé. Et là, je vois ma fille brosser son poney pendant, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Allons-y, je veux voir ma fille trotter, galoper. Bon, et là, on m'a dit, non mais attendez, là, calmez-vous. En fait, je me suis rendu compte que j'étais dans un centre équestre d'éthologie où on apprend leur relation à l'animal, et c'était tout à fait intentionnel que les enfants ne montent pas sur leur monture au bout de 10 minutes. Ils apprennent déjà la relation au poney et ce que c'est que être avec un animal. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est très simple, mais ça en dit long sur notre relation à la nature. Alors, je vais vous donner, désolé Gaëlle, je spoil, hein. Dans Trop Bref, je vais vous donner votre conception à vous. On la donne ou pas? Alors voilà, avant-propos, en Bretagne comme ailleurs, les grandes aventures commencent souvent autour d'un verre, bien au chaud dans un café qui sent bon l'amitié. Cette découverte pérégrine ne fait pas exception. 3 petits points. Allez-y, défendez-vous maintenant. Ah, au contraire, je vais abonder. Allez-y. Parce qu'effectivement, j'avais effectué pas mal de chemins de pèlerinage, notamment les chemins de Saint-Jacques. Et puis donc, c'est avec ces 2 amis, dont un est éditeur de voyage, Didier Labouche, les éditions Géorama, et un autre, Jean-Yves Guéguignat, qui avait été à Jérusalem à pied à partir de Brest et fait beaucoup de voyages au long cours, mais à pied toujours. Ouais. Et
Il me disait toujours d'ailleurs qu'il avait fait plus de kilomètres à pied qu'au volant d'une voiture. Et donc un jour, on prend un verre, effectivement, comme ça arrive de temps en temps en Bretagne, sur le coin d'un zinc, après avoir joué aux fléchettes. Et puis il y en a un qui dit, effectivement, on n'a jamais fait ce pèlerinage à domicile, qui commence à notre porte. Et ce pèlerinage à domicile, c'est le Trobraise. Le fameux Trobraise. Tour de Bretagne par les 7 évêchés. Ouais. Et donc, du jour au lendemain, on s'est dit, allons-y. Ouais. Et donc, alors, il se trouve que Didier Labouche avait pas mal d'enfants, dont 2 en bas âge, et donc, il n'a pas voulu les laisser à sa femme. Et donc, en quelques jours, on a dû trouver une carriole et puis 2 ânes pour emmener les 2 enfants. Tu avais quel âge ? 5 et 6 ans. Olivier et Victor. Et donc, on les a embarqués dans la carriole et on a fait ce tour de Bretagne. Alors, par les 7 évêchés, qui est un pèlerinage médiéval qui renaît depuis exactement 30 ans. C'est pour ça que j'ai republié une nouvelle édition de ce livre qui était paru il y a 18 ans, Trobraise, les chemins du paradis. Et donc, on a fait notre tour à pied par les petites routes, ce qui fait 620 km. Aujourd'hui, effectivement, le chemin est un peu plus long parce que on passe par les sentiers de randonnée. Donc, nous, la carriole obligée de passer par des petites routes vicinales ou départementales. On met un mois pour le faire, quoi. Un mois, si on veut tout faire. Oui. Mais justement, c'est la manière aussi de passer par les villages, par les... Autre charme. On va dire que je suis axée sur les zincs, mais non, de prendre un verre, de prendre son petit déjeuner avec les habitants, donc effectivement un pèlerinage qui nous a beaucoup marqué. Maud Ankawa, il y a eu quand même dans votre vie, alors on le sait au fil des interviews et au fil de vos ouvrages, puisqu'il y a quand même un peu beaucoup d'autobiographique forcément dans vos romans et à partir de votre expérience à vous. Quel est votre premier bouleversement au fond avec la nature ? Quel fut-il ? Le Népal évidemment, mais peut-être pas d'ailleurs. Non, en fait, je crois que déjà le premier bouleversement, c'est de se rendre compte que quand j'étais plus jeune et que mes parents me disaient tiens, on va faire une petite balade dans la campagne et autres, c'était plutôt répulsif à chaque fois. On avait plutôt envie de rester à regarder des séries américaines plus jeunes et puis il fait chaud et puis donc déjà le premier rapport, c'est plutôt de ne pas y aller et puis plus on grandit, plus on commence à goûter à ces petites randonnées, même très courtes, et plus on se dit, mais c'est là que ça se passe, c'est là qu'on se régénère. Donc ça s'est fait en 2 temps, avec un peu comme la lecture d'ailleurs pour moi. J'en voulais pas au départ, et puis finalement, je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Donc les premiers bouleversements, c'est de commencer à goûter avec des amis, ou seul, ou en couple, ou peu importe. En fait, le vrai sujet, c'est de commencer et puis de s'apercevoir qu'on n'aime pas. Et c'est pas grave, juste goûter. Et puis, un mois après, on n'aime pas, mais finalement, on aime différemment. Et puis, on découvre d'autres choses à travers d'autres façons de faire. Et c'est pour ça que je dis souvent aux enfants, c'est pas grave de ne pas aimer. On peut goûter sous une autre forme, faisons un pique-nique. Donc pour moi, ça a été une révolution parce que moi qui étais plutôt dans les mathématiques, sur les tableurs Excel, etc., quand j'ai commencé à goûter à la nature, bien très vite, je me suis rendu compte que la ressource était là. Et que même la réflexion était là. Pour moi, à tel point que je n'ai pas dit ça au début de cette émission, mais vous emmenez, je crois, c'est ça, régulièrement des personnes, des groupes. Des groupes de lecteurs, oui, tout à fait, un peu partout à travers le monde avant le Covid. Maintenant, j'ai traversé le chemin de Compostelle aussi avec des groupes parce que j'avais envie de mettre le pied à l'étrier. Il y a énormément de peurs qui sont liées à toutes ces randonnées, alors qu'en réalité, dès qu'on passe 1 heure sur le chemin, toutes les peurs sautent finalement. Les peurs, elles sont souvent bien avant que l'on commence. Donc oui, j'avais envie de donner le goût et puis d'essayer un peu autrement. Oui, alors c'est amusant parce que c'est vrai que la balade est quand même tendance, d'où le titre de l'émission du jour. Vous partagez ce point de vue, Gaëlle Delabrosse, hein, c'est quand même devenu une vraie tendance. Il paraît que les chemins de Saint-Jacques affichent complet, enfin en tout cas les gîtes, je crois qu'on le disait déjà l'année dernière plus ou moins, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se justifie, vous qui continuez à pérégriner au fond d'année en année ?
Alors oui, sauf qu'il faut faire à mon avis une distinction entre la randonnée ou la balade et puis le pèlerinage. Je pense qu'il y a une vraie différence et donc le titre de l'émission est peut-être aussi la réponse en quête de sens, c'est-à-dire que quand on pèlerine, on va vers un but et on est éventuellement accompagné par le saint du chemin, c'est-à-dire qu'il y a quand même une marche qui est une démarche en fait. Spirituelle ou pas, mais en tout cas, il y a quand même une démarche. De sens. Sens, voilà. Et la randonnée ou la balade, c'est souvent, ça rime avec promenade. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours un engagement de la personne sur un sujet. Voilà. Donc, je pense que... Même s'il y a parfois de la randonnée ou de la balade dans un pèlerinage, par exemple. Bien sûr. Et du pèlerinage dans la randonnée. Et la plupart des chemins de pèlerinage sont des GR ou des PR, des sentiers de grande randonnée ou de petites randonnées, balisés par la FFRP. Et heureusement, sauf que du coup, ça évite de se perdre, ce qui est quelquefois assez salutaire de se perdre. Enfin, moi, je sais que j'ai fait les chemins de Saint-Jacques la première fois en 96, je crois, 1996, oui, c'est ça. Et non, 86, ouais. Et donc, et les chemins étaient très peu balisés, même en Espagne. L'aventure. En plein mois de juillet, on a rencontré 20 personnes sur le Camino Frances. Et le chemin, il y avait quelques filins jaunes, mais très peu. Et donc, on se perdait à tous les coins de bois. Et c'est vrai que se perdre, ça permet aussi de chercher son chemin. Et je pense que c'est ça aussi la vertu de la marche. Parce qu'on parle de marche quand même. On n'y va pas en avion à Saint-Jacques. Hein. Et donc, c'est de retrouver son chemin. Parce que souvent, on part, on a l'habitude de dire quand il y a une faille dans notre vie, quand on est... quand il y a un break, alors soit un divorce, soit la mise à la retraite, soit le chômage, un burn-out, souvent, c'est vrai. Et donc, c'est quand on est un peu perdu, quand on a perdu des repères. Et ça permet de retrouver son chemin. Et pour ça, je pense qu'il faut un but. Et donc, c'est pour ça que je fais un petit peu la différence entre la balade et le pèlerinage. Canción del Fuego d'Emmanuel de Falla, si vous le permettez, interprété par Alberto Punche. À tout de suite. De retour dans cette émission, une petite balade musicale. Et là, c'est une balade, une vraie balade, celle que vous ferez peut-être cet été, au pluriel, hein, bien évidemment. Et si on se baladait tout simplement cet été, dès maintenant, il fait beau, même si ça ne va pas durer, rien n'interdit de rêver. Alice Dorgeval est avec nous, escapade vers le vivant chez Voyage Gallimard. Vous qui êtes journaliste, écrivain, Alice Dorgeval, Gaël Delabrosse, écrivain et journaliste, qui vient avec son Trobrez, les chemins du paradis, l'histoire et la renaissance de ce pèlerinage breton, 1994-2024, de quoi fêter honorablement cet anniversaire de renaissance du Trobrez chez Salvatore. Une bonne idée de pèlerinage et de randonnée aussi, parce qu'on peut le faire par tronçon, ce pèlerinage du Trobrez. En famille, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, ça donne des idées aussi peut-être à nos auditeurs qui sont parfois, qui viennent se réfugier en Bretagne pour faire le bruit. Oui, parce que c'est aussi le moyen de découvrir une Bretagne intérieure en fait. Et pour les Bretons qui ne connaissent pas leur région, on ne passe pas par des sentiers touristiques, on ne passe pas par le sentier côtier, on découvre des chemins merveilleux et un patrimoine rural merveilleux. Ouais. Et puis Maud Ankawa qui est en ligne avec nous, qui est coach conférencière et auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs romans, dont le dernier, Plus jamais sans moi, chez Erol, qui
se passe en partie sur les chemins de Saint-Jacques. C'est une évasion, la balade Modonkao. Alors la balade, c'est un peu gentiment dit, hein, notre titre. Mais ça peut être une balade au long cours, ça peut être une balade d'une journée, d'une heure. Vous l'avez dit, c'est jamais trop court une balade. C'est le geste, l'intention, c'est l'intention qui compte. Maud, vous l'avez dit, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... quand on parle avec les pèlerins sur Saint-Jacques, on parlait de Saint-Jacques tout à l'heure, on se rend compte que chacun a sa raison de cheminer. Et puis à son rythme. Il y a des gens qui vont faire 40 km par jour, il y en a d'autres qui vont faire 2 km par jour. Il y a même des personnes très âgées qui emmènent leurs petits-enfants qui ont 3-4 ans, ils font 1 kilomètre et c'est extraordinaire. Ah, c'est fabuleux. Peu importe la raison pour laquelle on part, peu importe la raison, c'est très très personnel. Donc je crois que la marche, effectivement, nous appartient à chacun. Ça demande pas beaucoup d'investissement, très très peu d'investissement, parfois même sur ce type de chemin, une bonne paire de baskets suffit, on ne part pas en grande montagne, donc effectivement, je crois que c'est tout à chacun de trouver intérieurement ce qui lui fait du bien, et c'est vrai que la marche aide à ouvrir un certain nombre de choses, à retrouver nos essentiels, la solidarité aussi. Et il y a toujours une très belle ambiance entre les marcheurs, mais où que ce soit d'ailleurs, où que ce soit, en France comme à l'étranger, très souvent, il y a une grande solidarité entre les marcheurs et on retrouve nos essentiels, qui l'on est vraiment au fond, et ça fait un bien fou. Vous n'êtes plus la même avant cette passion, comme vous le disiez à l'instant, de l'escapade, de la balade, de la... Je sais pas. Non, je crois que c'est toujours un moment salvateur pour moi. En tout cas, la marche, je marche tous les jours et évidemment pas forcément les mêmes distances, mais ça me permet de décompresser, de déstresser et puis parfois même simplement de réfléchir, de laisser aller des émotions qui arrivent, qui partent. Et c'est dans cette fluidité finalement du mouvement que les choses se libèrent, que les intentions se libèrent, que les réflexions se libèrent, que la créativité. Très souvent, quand j'écris, d'ailleurs tout le temps, quand j'écris, il y a toujours un moment dans la journée où je pars marcher avec mon chien ou seul, ou parfois en couple, ou parfois avec des amis, mais et la créativité se libère. Donc c'est pour moi extraordinaire ce moment dans la nature, c'est vraiment salvateur. Alice d'Orgeval, et le fait de la connaître d'un peu plus près, ça vous apporte quelle sensation? Vous ne l'avez pas encore vraiment dit. Parce que rater, c'est drôle. Oui, je voulais demander tout à l'heure justement à nos amis si elles avaient parfois des sensations de voyage raté. C'est étonnant que vous ayez employé ce terme. Parce que je pense que quand il y a une question de curiosité, en fait, et d'état d'esprit, et que si on n'est pas dans un bon état d'esprit, le bon entre guillemets, parce que chacun a le sien évidemment, mais il n'y a pas de normes. Mais effectivement, il faut une attention, il faut avoir envie d'observer. Et si on est peut-être un peu trop dans sa bulle, c'est en ce sens que je dis rater, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qu'il y a autour de soi. Voilà, c'est la vie autour de soi, en fait, qui est intéressante dans le voyage. Si on reste qu'entre soi, qu'on soit seul ou pas d'ailleurs, ou en groupe avec une famille ou des amis, on risque de rater cette attention. Passer à côté d'eux, en fait, passer à côté de ce voyage, oui, c'est ça. Petit voyage même. Oui, voilà. Quelle que soit la dimension du voyage, en fait, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans un parc parisien, parce que moi, ce qui m'a plu dans toutes ces expériences que je raconte, c'est que c'est effectivement des escapades, des balades qui sont proches. S'intéresser à la nature, oui, mais alors j'aurais pu aller au Rwanda, regarder les grands singes, mais en fait, je me suis intéressée à la nature, ce qu'on dit ordinaire, c'est-à-dire la nature qu'on trouve dans les parcs parisiens, en forêt à Fontainebleau. C'est une nature, donc ce sont les insectes, les oiseaux communs, et c'est cette nature. Alors, on sait que les espèces remarquables, girafes, éléphants, etc., sont en voie de disparition, mais la nature ordinaire l'est aussi. C'est grâce à elle
que l'agriculture existe, que l'on peut, parce que tous les pollinisateurs comme les abeilles, les mouches, etc., c'est grâce à eux que l'agriculture existe encore aujourd'hui. Et si on ne fait pas attention à ces espèces qu'on dit ordinaires, la planète ne sera plus habitable. Donc, enfin voilà, il y a un geste écologique évidemment. Et donc, en allant dans le Perche, dans le Cher, dans la Brenne, dans le Vercors, en Provence, dans tous ces endroits où je suis allée, regarder les abeilles, regarder même les plus petites. Il y a une petite puce de mer qu'on regarde dans l'immense baie du Mont-Saint-Michel. C'est en faisant attention aux plus petits, en fait, qu'on ne regarde jamais, qu'on peut... qu'est-ce qu'elle me fait, cette nature ? Tout d'un coup, je me sens appartenir au même monde et donc j'y fais attention et c'est la moindre des choses, en fait. Ouais. Voilà. Ah, c'est intéressant cette vision des choses. Est-ce que vous êtes amélioré, vous avez amélioré votre regard, Gaëlle Delabrosse, à force justement de vous immerger dans la nature, que ce soit en France, vous qui êtes beaucoup en France. Oui, alors ça m'a ouvert les yeux, ça c'est sûr. Et je conseille toujours d'ailleurs aux personnes qui partent sur un chemin de se fixer un but d'acquisition de connaissances, en fait, que ce soit les étoiles, que ce soit les nuages, que ce soit en tout cas un élément naturel qu'ils n'ont jamais le temps d'approfondir étant chez eux. Et d'ailleurs, pas toujours la possibilité, parce qu'en ville, c'est vrai que les étoiles, c'est compliqué, de par la pollution lumineuse. Et du coup, quand on part... L'absence d'horizon aussi, le fait d'avoir toujours des immeubles exactement, devant soi, ouais. Mais les étoiles, moi, ça m'a toujours fasciné, les nuages et les étoiles. Enfin, c'est... Voilà. Après, on n'est pas obligé de mettre un nom dessus, mais en tout cas, regarder, en effet, avoir un autre regard. Et alors, Alice parlait de la baie du Mont-Saint-Michel. Ça, c'est un autre conseil que je donne, et pour répondre aussi à la question que vous posez dans l'émission. Si vous avez juste une journée devant vous et que vous n'habitez pas trop loin de la Normandie, faire la traversée du Mont-Saint-Michel avec un guide qui connaît spécialement la faune et la flore. Et je pense qu'on l'a décrit dans votre livre, Alice. C'est une expérience magnifique. C'est un pèlerinage en miniature. Oui, alors, j'y suis allée, mais je suis aussi allée en baie de Somme. Et en fait, ce que j'en retiens, effectivement... Ce que je veux dire, c'est est-ce que ce sont les noms des espèces qu'on va croiser, les noms en latin ? Alors, moi, c'est plutôt, finalement, en traversant la baie de Somme, qui est un endroit assez hostile pour l'homme. Et c'est même très déconseillé d'y aller sans guide. Il faut y aller avec un guide parce que, en fait, la marée remonte à toute vitesse et qu'on peut se retrouver, en fait, encerclé par l'eau. C'est finalement, moi, ce que j'en retiens, c'est que j'ai appris à reconnaître que je ne suis plus sur le territoire de l'homme, que je suis sur le territoire des autres. Ces autres, c'est les migrateurs, les oiseaux migrateurs, les colonies de phoques. Et en fait, on ne rentre pas sur le territoire des autres comme on rentre chez soi. Et donc, c'est des qualités de bon voisinage que j'ai appris durant cette sortie-là. Vous voyez, en fait, c'est aussi ça qu'on apprend en fait quand on se balade. En fait, c'est que on est parfois il faut reconnaître qu'on n'est plus chez nous et qu'il faut apprendre à se comporter. Et ça rend humble devant la nature. Et ça rend humble devant la nature, voilà. Et donc, ça rend plus en paix aussi, peut-être. Alors, je vais très vite dans un raccourci philosophique, s'il en aime, au Dankawa. C'est aussi pour ça que ça fait du bien, peut-être. Se sentir petit, ça fait du bien, parfois, de ne pas être dans le super contrôle. Vous qui intervenez pas mal avec le monde dans le monde de l'entreprise, hein, évidemment, Modankawa. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que disaient Gaëlle et Alice. Ouais. En réalité, ça nous ramène à notre humanité, à notre humilité aussi, de se sentir parfois très petit face à des grands espaces, face aux arbres, face à la mer, face à la montagne. Ça nous ramène à notre petitesse et à notre unicité aussi, le fait de pouvoir être dans un lien assez extraordinaire avec la nature. Cette humilité, elle est, j'allais dire, elle est au-delà d'être nécessaire, elle est primordiale parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se sent à la fois immense, en connexion et à la fois tout petit. Donc c'est sûr que on découvre avec toutes les émotions qui vont avec, la peur,
la joie, la tristesse, l'émerveillement. Tout est là et on se sent entier, effectivement entier. Et je crois que c'est ça aussi la beauté. Mais moi qui ai tendance à tout intellectualiser souvent et à rationaliser, je pense que partir, pour reprendre le thème de l'émission, partir, c'est parfois aussi lâcher tout ça sans chercher à connaître, sans chercher à savoir. Pour ceux qui connaissent, c'est très bien, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. L'observation, je crois que c'est Alice Gaël qui l'a dit tout à l'heure, juste déjà observer les colonies, observer la façon dont se déplacent les oiseaux, sans même savoir où ils vont, comment ils font, etc. C'est déjà des enseignements extraordinaires sur la nature et sur soi. Je crois que c'est ça qui est magnifique. Oui, effectivement. Gaël Delaprosse, c'est vrai qu'on traverse tous les types d'émotions aussi sur tous ces chemins. Ça vous arrive encore c'est presque peut-être un risque, c'est vrai. Non mais c'est pas, je vous pose la question sérieusement parce que c'est vrai que quand on le fait tout le temps, quand ça devient presque un métier, ça doit pas être facile. Parce que je pense qu'en plus on est de plus en plus sensible en fait. Notre connivence avec le chemin et la nature nous rend de plus en plus ouverts en fait, et donc par toutes les pores et donc oui, heureusement, on est encore émerveillé et de plus en plus. Moi, le vivant m'émerveille, même en ouvrant ma fenêtre le matin, et je suis capable de tout laisser tomber, même si je suis sur un livre ou sur une réécriture de livre et qu'il y a une mésange qui se pose sur mon balcon, alors là, je laisse tout. Même si je suis au téléphone avec le président de la République qui n'arrive pas. C'est dire. Mais voilà, oui, effectivement, l'émerveillement est pour moi premier. Et puis, c'est vrai que dans notre monde où on a du mal à lâcher, alors je me sens complètement concernée par Scatimood, évidemment, à titre personnel et à titre collectif, bien évidemment, et d'observatrice. C'est vrai que le sondage parle de lui-même. C'est vrai que, de fait, on s'éloigne de tout ce qui nous entoure, du monde, de la nature qui nous entoure. On a le nez d'abord vers le bas, on a toujours le nez tourné vers nos écrans, vers les alertes, vers les exigences, les injonctions du quotidien, les exigences qu'impose le travail, les enfants quand il y en a, etc., etc. On remplit, on court après le temps, et tout à coup, boum, on nous invite à une démarche complètement inverse, en fait, qui est celle de la nature, de l'apprivoisement, de l'imprévu. Donc c'est vrai que la peur peut apparaître, alors Gaëlle, c'est vrai ça. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette sensation de partir surtout seul, je trouve, non? Et c'est aussi pour ça qu'on remplit son sac à dos à ras-bord, avec tous ces au cas où. Voilà. Et en effet, on dit que le poids du sac à dos, c'est le poids de la peur. Ouais, et c'est vrai le poids de la peur. C'est le poids de la peur, voilà. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas qui on va croiser, on ne sait pas si on pourra trouver quelque chose à manger, si on pourra trouver à dormir. Alors on remplit. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas besoin de toutes ces béquilles. Et que finalement, la nature pourvoit. Parce que c'est vrai alors un exemple très chouette, c'est celui d'Antoine de Surmain qui vient de partir sur le chemin de Saint-Guilhem, le désert. On a publié aux éditions Salvateur dans cette collection que j'ai le bonheur de diriger, qui s'appelle Chemin d'étoiles, Marche au désert sur le chemin de Saint-Guilhem. Antoine de Surmain est un garçon qui a une émission qui s'appelle Antoine l'Aventure sur Canal+ Kids pour les enfants. Ouais. Et donc, il a voulu partir, en fait... en se confiant à la nature. Et donc, il a fait ce chemin de Saint-Guilhem qui fait 200 et quelques kilomètres sans rien emporter dans son sac, rien à manger. Et donc, il s'est nourri uniquement des fruits de la nature, de ce que la nature pouvait lui offrir, en fait. Donc, des tisanes d'ortie, des pommes, des châtaignes, etc. Et donc, c'est une expérience magnifique qui montre que la nature pourvoit. C'est fou quand même. Là, c'est pour le coup un lâcher-prise à 100%. Quoi. Ah oui, total, oui, effectivement. Faut être un peu entraîné quand même. Et c'est une alchimie. Vous parliez aussi de temps, Jean-Christophe Ruffin qui dit dans son livre Immortelle randonnée que le pèlerinage, c'est une alchimie du temps sur l'âme. Et c'est vrai que c'est du temps long, en fait. Donc, il faut du temps pour... C'est pour ça que le terme de balade est parfois un peu... la balade peut être un peu restrictive, ça fait un peu balade du dimanche. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même du temps pour rentrer dans le voyage, pour rentrer dans sa marche. Voilà. On peut commencer petit, mais quand on peut, c'est vrai que c'est bien de déjà viser une journée entière, ça change le rapport au temps. Puisque vous partez en voyage, chantez de son côté Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Petit hommage à Françoise Hardy au passage, à tout de suite. Il la remercie de l'avoir accompagnée à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Je manque d'originalité, c'est vrai.
savez-vous que nous nous séparons pour la première fois? Oui, mais enfin, c'est pas très loin. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours Et retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour. Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger. Ah, il espère que c'est en fumeur. Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre. Ah, et puis quoi encore? Oh là là. Puisque vous partez en voyage, Vous m'avez promis, mon chéri, de vous écrire 14 pages. tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage. Baissez la vitre, je vous prie. C'est affreux, je perds tout courage. Et moi je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien Que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Et voilà, Françoise Hardy, cette petite invitation au voyage délicieuse en compagnie de Jacques Dutronc sur Radio Notre-Dame et sur RCF à l'heure où nous invitons à la balade cet été. Et si on se baladait cet été tout simplement, question que nous posons à nos 3 invités qui sont Alice d'Orgeval et ses escapades vers le vivant chez Gallimard, Gaëlle Delabrosse et ses nombreuses collections pérégrinesques, on va dire ça comme ça. On peut mentionner évidemment le petit dernier, Trop-Braise, Les Chemins du Paradis, aux éditions Salvator, et puis votre petite collection consacrée à ces chemins d'étoiles. Et merci d'avoir mentionné effectivement ce marcheur du désert, qui est Antoine de Surman, parti avec rien dans son sac à dos. Maude Ankawa, qui est enfin en ligne avec nous, avec son dernier roman, Plus jamais sans moi, chez Erol, qui se passe évidemment sur les chemins de Saint-Jacques, coach et conférencière, et puis écrivain voyageur, on peut presque le dire, presque, en tout cas passionnée de voyage et d'évasion. Elle qui a publié évidemment des best-sellers autour de ces, on dit maintenant, les romans de résilience, Maude Ankawa. Je ne sais pas si c'est très heureux de les mentionner ainsi, de les définir ainsi, ces ouvrages qui aident à se sentir mieux, et aussi par l'évasion. Mais le récit en lui-même, ça vous plaît, ce terme de roman de résilience, ou pas du tout? En fait, tout me va à partir du moment où je sais que c'est vrai que beaucoup ont besoin de mettre
on a besoin de mettre les choses dans des cases. Ouais. Alors, avant, c'était des romans de bien-être, d'autres, c'est résilience, d'autres, c'est feel good, peu importe. En fait, tout me va à partir du moment où, effectivement, on ne sait pas dire, c'est pas un polar, c'est pas... donc, on connaît un certain nombre de catégories, puis il y a ces nouvelles catégories qui arrivent, et il faut les catégoriser. On a besoin de faire ça. Donc, moi, à partir du moment où les gens se reconnaissent à travers différentes choses, que ce soit voyage, résilience, bien-être, peu importe. En tout cas, vous avez le secret de la c'est résilience pour de nombreux lecteurs. Les chemins de la résilience qui peut commencer par une balade, n'est-ce pas Maud, n'est-ce pas Gaëlle et n'est-ce pas Alice? Alors Alice, petit clin d'œil à l'une de vos balades que vous proposez dans votre livre, à Nanterre, figurez-vous. À Nanterre, une promenade urbaine à la rencontre des arbres pour renouer un lien charnel avec ses voisins de quartier. Ça fait rêver, page 194, au pied des Tours de la Défense, et hop, nous voilà dans la verdure. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Oui. Hein? J'y suis allée parce que je voulais rencontrer cet artiste qui s'appelle Thierry Boutonnier, qui est un arboriculteur de formation, qui est très proche des philosophe du vivant et qui a une sensibilité assez exceptionnelle, extraordinaire. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai fait une marche à Nanterre, dans Nanterre, au pied de l'immense chantier du Grand Paris Express. Donc en plus, il y avait les tractopelles, un univers de chantier. Et cet homme apprend à regarder les arbres, en fait. Donc, on est tout d'un coup catapulté dans une autre dimension. Lui, son approche est très sociale, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à des quartiers, effectivement, qui sont souvent défavorisés, qui n'ont pas forcément un très beau parc à côté pour se reconnecter. Et il a des mots très forts. Voilà. Donc, effectivement, on n'a pas besoin d'aller très loin pour regarder la nature, pour faire une expérience de nature. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans ces expériences de nature, qui sont des voyages, attention au voyage, il nous transforme. C'est Nicolas Bouvier qui dit le voyage est dangereux pour le mental. Et il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que il nous forme, mais aussi il nous déforme, et on ne sait jamais comment on va revenir. Et je dois dire que moi, je l'ai vécu à chaque fois. Je le disais tout à l'heure, j'avais l'habitude d'aller au bout du monde. Et dans ces expériences de nature, et même à Nanterre, j'ai fait des découvertes. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ici, un artiste, mais ça a pu être une apicultrice. Un centre équestre. Un centre équestre. En fait, ou bien même des espèces extraordinaires dans un estran sur l'île d'Oléron. Donc on sait qui on est quand on part. On ne sait pas comment on va être au retour. Et ça, c'est valable aussi pour une promenade ou un voyage dans la nature. Voilà. On va peut-être tout plaquer. Après, mais quoi. Allons-y, les auditeurs. Allons-y. Ouais. Maud Ankawa, c'est ce que vous dites aux personnes que vous accompagnez sur les chemins de Saint-Jacques ou que vous accompagnez tout court. Attention. Non, en fait, je suis absolument d'accord avec ce que vous me dites. Ouais. On a parfois une raison de partir et on revient avec 10 000 autres réponses. Donc, il n'y a pas de attention finalement. Il y a juste laissons-nous vivre ce qu'il y a à vivre. Et oui, ce sera différent. Oui, on revient différent. Et là où je suis d'accord, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'aller au bout du monde. Parfois même d'observer dans son jardin, c'est déjà se changer tout ce système cérébral qui est focalisé sur plutôt des chiffres ou du management ou peu importe en entreprise. À partir du moment où on va se focaliser sur autre chose et observer autre chose, déjà on est différent. Donc il n'y a pas de... Moi je mets pas en garde, c'est toujours pour du mieux vers soi. Et c'est pas parce qu'on part et qu'on revient différent qu'on doit tout plaquer d'ailleurs.
parfois, simplement, ça fait du bien. Ça fait juste du bien de faire du bien. Et c'est vrai que là, je suis entièrement d'accord, on revient différent. Ouais. Mais comme dans toutes belles expériences. Ouais. Et de dérentabiliser le temps aussi, quand même. Ça, c'est quand même intéressant parce que ça au moins, la vertu, ça peut être inconfortable. Il ne faut pas croire que... Alors, surtout quand on part plusieurs jours, il ne faut pas croire que c'est confortable. Moi, pour l'avoir fait également, je peux humblement témoigner. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Très souvent, quand on commence une rando pour la première fois de sa vie, sur plusieurs jours, par exemple, ou un pèlerinage, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je perds mon temps, voyons. C'est vrai, vous voyez ce que je veux dire, Maud? Très bien, très bien, et c'est sûr. Et d'ailleurs, on a tous, à un moment, la même réflexion, mais qu'est-ce que je fais là? Et mon lit qui me manque tant, et mon bain, ma douche, etc. Non, c'est pas du tout confortable au départ. Parce que le simple fait même des fois de randonner sous la pluie, il faut être complètement... Affreux. Mais oui, mais quand on est parti sur un chemin, on se dit pas, tiens, il y a un peu de vent, il y a un peu de pluie, alors que simplement de sortir de notre confort, de ce qu'on connaît au quotidien, on se rend compte que finalement marcher sous la pluie, c'est pas si grave. Mais sur l'instant, ça devient compliqué. Puis finalement, on va aller goûter autre chose. On va goûter la pluie sur nous, on va goûter les émotions qui montent très différemment, qui s'épaississent sous la pluie, alors que on l'aurait pas vécu si on était resté bien au chaud chez soi dans cette zone de confort. Donc non, c'est pas confortable, mais plus on se déshabille et plus on se rend compte que finalement, c'est des couches si lourdes de nos costumes, de nos statuts qui sont bien moins confortables que ce que l'on ne connaît pas. Ah, c'est joli, Mandigal de la Brosse. Alors, je déteste randonner sous la pluie, je précise. Splouch, ça va 5 minutes, mais quand c'est 3 heures ou plus, affreux. Mais ça apprend, c'est vrai, des choses un peu différentes. Les émotions ne sont pas les mêmes. C'est assez juste ce que vient de nous dire Maud. Gaëlle, qu'en pensez-vous, effectivement, ça... Alors, ça fait partie, en fait, de la philosophie du chemin. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que le chemin... c'est à l'image que la vie est un pèlerinage et que le chemin, en fait, est la meilleure métaphore de la vie. Et les épreuves que vous citez, que Maud cite, la pluie, les refus d'hospitalité, voilà, ça c'est quelque chose qui fait très mal. Et puis, en revanche, de l'autre côté, il y a les grands bonheurs du chemin, quand on nous tend la main pour traverser un pont, quand on nous accueille le soir dans un gîte alors qu'on a trimé sous la chaleur toute la journée, quand on nous tend un verre d'eau, enfin, ce sont les bonheurs du chemin. Et c'est comme dans la vie, en fait. Et donc, le chemin aide aussi en revenant. On disait tout à l'heure qu'on revenait différent. Bien sûr, on revient différent et on revient armé pour la vie, en fait. Plus disponible, non? Je ne sais pas si c'est une question de disponibilité, parce que la disponibilité, il faut l'avoir au départ. Pour retirer les leçons du chemin et du voyage, je pense qu'il faut être ouverte à ça. Mais en tout cas, en revenant, eh bien, on a plus d'armes pour traverser des épreuves, pour traverser une maladie. Moi, je sais que à force de marcher aussi, j'ai acquis un certain nombre de réflexes où ça s'ancre en nous. Et quand j'ai eu une maladie assez grave à traverser, c'est là où j'ai puisé. Voilà, je savais que le tunnel était au bout. Et donc, ça m'a donné aussi la force et le courage d'aller, comme quand on marche et qu'on a du mal... une journée parce qu'il y a des cailloux, parce qu'il y a des ampoules, parce qu'il y a le poids du sac à dos, eh bien on se dit que c'est juste un mauvais moment à passer et qu'il faut passer par là. Il faut passer par les montagnes pour arriver, il faut passer par les déserts pour arriver à l'océan. Et que voilà, donc je pense que c'est en ayant aussi ces traversées difficiles sur le chemin, eh bien que l'on peut ensuite incarner tout ça dans la vie en revenant. Ouais, ça vaut peut-être tous les psys de la Terre. On dit que l'écriture en est une des thérapies. Oui, c'est pas s'allonger sur le canapé qu'il faut faire, c'est quitter son canapé. Ouais. Mais peut-être que c'est vrai que peut-être aussi quelques addictions, alors pas quand c'est trop pathologique, mais c'est vrai que ça peut aider. Ça peut aider en tout cas, peut-être, je ne sais pas. Alice d'Orgeval, effectivement, ça en apporte des tas de choses. La pérégrination, la randonnée, la balade, l'ouverture vers un ailleurs, inconnu. Oui, mais après, c'est vrai, je rejoins ce que dit Gaëlle, il faut déjà être prêt au départ à accepter en fait l'épreuve et l'émotion. Mais après, une fois qu'on est prêt, je trouve que... C'était pas comme prévu, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, l'émotion, elle est terriblement salvatrice parce que justement, en tout cas, moi, dans
dans ce que je raconte et dans ce que j'ai vécu, en fait, l'émotion, elle permet, même la peur, de décaler, de nous sortir de notre case et de tout d'un coup retrouver trouver quelque chose d'autre qu'on n'a pas prévu. Et je reviens toujours à ce regard qu'on a sur la nature, qui est une nature dont on va aujourd'hui, la nature, on l'épuise, on se sert de la nature pour vivre, pour se déplacer. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on dit sur les énergies, sur les ressources qu'elle nous apporte. Et aller marcher dans la forêt pendant 1 heure, c'est aussi regarder la nature autrement. Et l'émotion permet de changer de regard. Je vais raconter juste une anecdote, moi, qui m'est arrivée, c'est que j'ai très peur, par exemple, des abeilles, de tout ce qui... Voilà, serpents, abeilles, tout ça, j'aime pas. Et en rendant visite à une apicultrice en Provence, qui est une femme qui vit avec ses abeilles, qui a un contact incroyable et qui en parle d'une manière vraiment passionnante, elle propose l'expérience de passer la main sur une ruche, ce qui, moi, m'effrayait complètement. Et je l'ai fait absolument sans aucune appréhension parce qu'elle m'a expliqué plein de choses avant que je rentre en contact avec cette ruche. Et donc, voilà. Et donc, ma peur m'a amenée tout d'un coup à m'ouvrir à cette connaissance. Et le fait de dépasser cette peur rend fière. Et effectivement, on en ressort, encore une fois, changé, ouais. Le cheval, j'aime bien parce que vous nous emmenez à la fin de votre livre au Pays Basque, et aussi, ça nous permet de terminer sur sortir des chantiers battus. Vous nous avez invité déjà en début d'émission, Gaëlle Delabrosse, à le faire de temps à autre, à se laisser abandonner dans la nature, quitte au risque de se perdre finalement. Au Pays Basque, écrivez-vous, tout le monde a le regard rivé sur l'océan Atlantique, ses plages et ses vagues de surfeurs. Du haut de sa montagne, un poney sauvage a pourtant réussi à détourner l'attention. Dans l'arrière-pays, une maison du Potok a même ouvert ses portes au cœur d'une réserve privée, recolonisée par un troupeau de ce petit cheval, le Potok, en basque, dire Potiok, dites-vous, venu de la nuit des temps. C'est intéressant, je trouve, de sortir pendant peut-être ces vacances, des lieux, des spots un peu habituels, quoi, de se laisser un peu évader. Gaëlle Delabrosse, c'est vrai que c'est une invitation que vous faites vous aussi de votre côté. Oui, surtout de ne pas prendre que des chemins ultra balisés ou voilà. Il faut, y a un terme que j'aime bien, en fait, c'est sortir de la routine. La routine, c'est la petite route, en fait, celle qu'on emprunte tous les jours. Eh bien, il faut sortir de la routine. Il faut la petite route. Voilà, comme on dit maintenant, faire des pas de côté. Et d'ailleurs, toutes ces expressions, vous remarquerez, se dévoyer, faire des pas de côté, c'est des expressions qui sont liées à la marche, en fait. Et même, vous voyez, les routines de l'été, quand on est installé dans son lieu de villégiature, son lieu de vacances, et ben justement, là aussi, allez voir l'arrière-pays, allez voir un peu ce qui s'y cache dans cette nature. Merci mesdames, merci Alice d'Orgeval et vos délicieuses escapades. Merci Maud. En cas, je commence par vous êtes en ligne. Et votre dernier roman, bien sûr, et tous les autres, mais Plus jamais sans moi, c'est le dernier chez Erol, évidemment. Merci à vous Maud, Gaëlle Delabrosse, merci infiniment. À vous également, vous qui êtes l'auteur de ce Trobrez, Les chemins du paradis, à lire avant l'été, bien évidemment, ou cet été. 30 ans de renaissance du pèlerinage Trobrez, TRO, bien sûr, chez Salvatore. Et enfin, Alice d'Orgeval, merci infiniment également, et vos escapades vers le vivant chez Voyage Gallimard. Et puis ce week-end à Vézelay, on le précise, les 22 et 23 juin, vivre l'esprit du chemin et de l'hospitalité, proposé par Pèlerin, c'est ça, pour les pèlerins en tout cas, Gaëlle. Par l'hebdomadaire Le Pèlerin et les fraternités monastiques de Jérusalem. Merci à vous.